La mère de mon fiancé m'a tendu un contrat de mariage lors du dîner de répétition. Alors j'ai enlevé ma bague, j'ai annulé le mariage, et je suis parti. La mère de mon fiancé m'a tendu un contrat de mariage lors du dîner de répétition, alors j'ai enlevé ma bague, j'ai annulé le mariage et je suis parti. La mère de mon fiancé, Alex, Judith, m'a tendu un contrat de mariage lors de notre dîner de répétition devant 50 invités, et a annoncé que je devais le signer avant le mariage de demain. Alex avait l'air confus et a demandé de quoi elle parlait, car nous avions déjà discuté de ne pas avoir de contrat de mariage il y a des mois. Judith a dit qu'elle avait pris la liberté d'en faire rédiger un, car quelqu'un devait protéger les intérêts de son fils, puisqu'il était trop aveuglé par l'amour pour penser clairement. Elle a dit que le document était standard et garantirait que je ne pourrais pas profiter de l'argent de la famille lorsque les choses tourneraient inévitablement mal. Elle a vraiment utilisé ces mots, lorsque, et non, si, comme si notre divorce était déjà planifié. Le contrat de mariage faisait 60 pages et disait en gros que je n'obtiendrais rien si nous divorcions pour quelque raison que ce soit, y compris l'infidélité de la part d'Alex. Il stipulait que nos enfants resteraient automatiquement avec Alex car il disposait de meilleures ressources financières. Il disait que je ne pourrais jamais travailler pour des entreprises concurrentes de l'affaire familiale d'Alex, même après le divorce. Il disait que je devrais rembourser tous les cadeaux offerts pendant le mariage si nous nous séparions. Il disait même que je ne pouvais pas prendre plus de 20 livres, environ 9 kg, sinon ce serait considéré comme une rupture de contrat. Judith se tenait là, souriante, pendant que tout le monde lisait par-dessus mon épaule, et disait que c'était simplement une bonne gestion des affaires et que toute femme raisonnable le signerait. Alex a attrapé les papiers et a commencé à lire, son visage devenant de plus en plus rouge à chaque page. Il a demandé à sa mère à quoi elle pensait, et elle a répondu qu'elle pensait à protéger l'héritage familial des profiteuses. Elle m'a regardé droit dans les yeux en disant, « Profiteuse, même si je gagnais plus d'argent qu'Alex et que j'avais payé moi-même la majeure partie de notre mariage. » Elle a dit, « Les femmes comme moi montrent toujours leur vrai visage lorsqu'on leur demande de signer des accords raisonnables, et si j'aimais vraiment Alex, je signerais sans hésitation. » Nos familles étaient figées dans un silence stupéfait, tandis que Judith continuait de dire qu'elle avait vu trop de bons hommes ruinés par des femmes calculatrices. Elle a dit qu'elle avait engagé un détective privé pour enquêter sur mon passé. Et bien qu'elle n'ait encore rien trouvé, cela signifiait simplement que j'étais meilleur pour cacher les choses. Elle a dit que le contrat de mariage n'était pas négociable, et que si je refusais de signer, le mariage était annulé car elle ne laisserait pas son fils commettre une si grosse erreur. Elle avait déjà appelé les prestataires pour les mettre en attente d'une annulation. Alex s'est levé et a dit à sa mère qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Judith a répondu qu'elle en avait tout à fait le droit en tant que femme qu'il avait élevée et financée toute sa vie. Elle lui a rappelé qu'elle contrôlait son fonds en fiducie jusqu'à ses 35 ans et qu'elle pouvait lui rendre la vie très difficile s'il épousait la mauvaise personne. Elle a dit que j'avais déjà commencé à le changer, le rendant doux et émotif alors qu'il était auparavant concentré sur le succès. Elle a prétendu que je l'isolais de sa famille, alors qu'en réalité, elle voulait dire que je l'avais encouragé à fixer des limites à son comportement autoritaire. Mes parents étaient furieux et mon père a demandé à Judith pour qui elle se prenait pour insulter sa fille de cette manière. Judith a répondu qu'elle protégeait sa lignée de la dilution et ne s'excuserait pas d'être une bonne mère. Elle a dit que mes parents devraient être reconnaissants que leur fille fasse un beau mariage et que le contrat était généreux, considérant que je n'apportais rien au mariage à part des dettes de prêts étudiants. J'ai vraiment ri à cela, car j'avais remboursé mes prêts il y a 2 ans, alors qu'Alex payait encore les siens. Judith a exigé de savoir ce qui était drôle, et j'ai répondu que toute la situation était hilarante car elle venait de me sauver d'un mariage dans sa famille. Je l'ai remerciée de m'avoir montré exactement à quoi ressemblerait ma vie avec elle comme belle-mère et j'ai dit que le mariage était définitivement annulé, mais pas parce que je ne signerais pas son contrat. J'ai dit qu'il était annulé parce qu'aucun amour pour Alex ne valait la peine de la supporter pendant les 40 prochaines années. J'ai enlevé ma bague de fiançailles et je l'ai posée sur la table à côté du contrat. Alex m'a supplié de reconsidérer ma décision et a dit que nous pouvions arranger ça. Je lui ai demandé s'il était prêt à couper complètement sa mère de nos vies, et il a hésité. Cette hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai dit qu'il devait décider s'il voulait être un mari ou rester le petit garçon de sa mère pour toujours. Judith a commencé à hurler que je manipulais son fils et que cela prouvait qu'elle avait raison à mon sujet. Le dîner de répétition s'est terminé par ma sortie, ma famille me suivant, et Alex debout entre sa mère et la porte, l'air perdu. Le lendemain matin, qui aurait dû être le jour de notre mariage, j'ai envoyé des messages à tous les invités expliquant que le mariage était annulé en raison de différends irréconciliables avec la famille d'Alex. Je n'ai pas donné de détails,
mais suffisamment de personnes avaient été témoins du dîner de répétition pour que la nouvelle de ce que Judith avait fait se répande rapidement. Les prestataires étaient furieux lorsqu'ils ont appris que Judith les avait appelés préventivement au sujet de l'annulation, car cela montrait qu'elle avait planifié cette embuscade. Plusieurs ont refusé de rembourser son acompte, car elle avait agi de mauvaise foi. Le lieu de réception l'a poursuivie en justice pour le montant total, car elle avait techniquement rompu le contrat en sabotant l'événement. En une semaine, la réputation de Judith dans leur cercle social a été détruite, car tout le monde parlait de la façon dont elle avait humilié la fiancée de son fils avec un contrat de mariage surprise lors du dîner de répétition. Je me suis réveillé dans ma chambre d'enfant et j'ai fixé le plafond avec les étoiles phosphorescentes que j'y avais collées quand j'avais 12 ans. Mon téléphone était posé sur la table de nuit, vibrant toutes les quelques minutes avec de nouveaux messages et appels. Je l'ai pris et j'ai vu 63 notifications, la plupart d'Alex me suppliant de le rappeler ou de lui parler juste 5 minutes. Je n'arrivais pas à ouvrir ces textos, car voir ces mots rendrait tout encore plus douloureux. Ma mère a frappé doucement et est entrée avec du café dans ma tasse préférée du lycée, celle avec l'anse ébréchée qui disait « La fille la plus passable du monde », qu'Otto m'avait offerte pour rire. Elle s'est assise au bord de mon lit et n'a rien dit, elle m'a juste tendu le café et a attendu que j'essaie de trouver comment expliquer ce que je ressentais. Le mariage était censé avoir lieu aujourd'hui et, à la place, j'étais de retour dans ma chambre d'enfant, entouré de vieux posters et de peluches, à boire du café et à essayer de ne pas pleurer. Ma mère a finalement demandé si je voulais en parler et j'ai secoué la tête, car parler rendrait les choses réelles d'une manière que je n'étais pas prête à gérer. Elle m'a serré la main et a dit qu'elle serait en bas quand je serais prête, puis m'a laissé seule avec mon café et mon téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer avec des messages que je ne pouvais pas lire. Talia est arrivée vers midi avec des sacs de plats chinois à emporter et 2 bouteilles de vin, ouvrant la porte de ma chambre d'un coup de pied car elle avait les mains pleines. Elle a tout déversé sur mon lit et a annoncé que nous allions nous occuper des choses pratiques aujourd'hui, car les repousser ne ferait qu'empirer les choses. Nous nous sommes assis en tailleur sur mon lit avec des boîtes de Hello Mine et de riz frit étalées entre nous, pendant qu'elle sortait un carnet et commençait à faire une liste de tout ce qu'il fallait gérer. Le bail de l'appartement que je partageais avec Alex était à nos 2 noms et il restait 8 mois. Toutes mes affaires étaient encore là, mélangées avec les siennes et les nôtres. 3 ans de vie commune entassés dans 85 mètres carrés. Les billets pour la lune de miel au Costa Rica n'étaient pas remboursables et le départ était dans 2 semaines. Les cadeaux de mariage que les gens avaient déjà envoyés devaient être retournés avec des notes explicatives. Mon nom était sur la moitié des factures de services publics, sur la facture internet et sur le compte courant joint que nous avions ouvert pour payer les dépenses du mariage. Talia a tout noté de son écriture soignée pendant que je restais assise là, nauséeuse à l'idée de la complexité d'une rupture quand on prévoyait de se marier. Elle a pris mon téléphone et a commencé à répondre aux appels des prestataires qui demandaient des informations sur les paiements finaux et les calendriers de livraison, leur disant de sa voix professionnelle que le mariage était annulé et qu'ils devaient adresser toutes leurs questions à la famille du marié. J'ai pris ma nourriture et je l'ai écouté tout gérer parce que je n'arrivais pas à faire fonctionner mon cerveau assez bien pour m'occuper de quoi que ce soit moi-même. L'organisatrice de mariage a appelé sur le téléphone de Talia, puisque je ne répondais pas au mien, et a mis l'appel sur haut-parleur pour que nous puissions toutes les deux entendre. Elle avait une nouvelle qui m'a fait me sentir un peu mieux face à ce désastre. 3 des principaux prestataires refusaient de rembourser les acomptes de Judith parce que ces appels d'annulation préventive constituaient une rupture de contrat de sa part. Le fleuriste avait déjà commandé pour $2000 de fleurs sur la base de notre commande confirmée, et le fait que Judith les appelle pour les mettre en attente signifiait qu'elle avait interféré dans leur relation commerciale avec nous. Le traiteur avait acheté toute la nourriture pour notre réception et devait maintenant se démener pour l'utiliser ou la perdre. Il conservait donc le acompte de $8000 à titre de dommages et intérêts. Le lieu de réception engageait même une action en justice contre Judith pour le montant total du contrat de $35 000, car elle avait essentiellement saboté un événement qu'elle s'était légalement engagée à organiser en les appelant avant même que j'aie pris ma décision. L'organisatrice a expliqué que les prestataires prennent ces contrats très au sérieux, et le fait que Judith essaie de contrôler la situation avant qu'elle ne soit réellement annulée leur donnait des motifs pour refuser les remboursements. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu une chose pareille en 15 ans d'organisation de mariage, quelqu'un qui appelle les prestataires pour menacer d'annuler alors que les mariés sont encore au dîner de répétition. J'ai ressenti une petite étincelle de satisfaction méchante en sachant que le besoin de Judith de tout contrôler lui coûtait enfin de l'argent réel, au lieu de coûter simplement aux autres leur tranquillité d'esprit. Otto est arrivé ce soir-là avec son pick-up et un tas de cartons vides à l'arrière. Il est entré dans ma chambre et a dit que nous allions sortir mes affaires de l'appartement aujourd'hui, avant que les choses ne deviennent plus compliquées.
J'ai commencé à dire que nous devrions peut-être attendre ou que je devrais d'abord parler à Alex, mais Otto m'a interrompu et a dit qu'attendre ne ferait que rendre les choses plus difficiles et que j'avais besoin de sortir mes affaires de là pour pouvoir commencer à avancer. J'étais reconnaissante qu'il ne me demande pas si j'étais sûr de la rupture, qu'il ne suggère pas que je devrais peut-être reconsidérer, ou qu'il ne me dise pas que tous les couples ont des problèmes. Il m'a juste aidé à m'habiller avec de vrais vêtements au lieu du pyjama que j'avais porté toute la journée, puis nous a conduits à l'appartement que j'avais partagé avec Alex pendant les 2 dernières années. Franchir la porte m'a semblé étrange, car cela avait été ma maison, et maintenant ce n'était plus qu'un endroit d'où je devais récupérer mes affaires le plus vite possible. Otto a commencé dans la chambre, sortant mes vêtements du placard que nous avions partagé et les pliant dans des boîtes. J'ai vidé la salle de bain, triant les tiroirs pleins de produits de toilette mélangés et essayant de ne pas pleurer pour des choses stupides comme la brosse à dents électrique que nous avions achetée ensemble, ou le shampoing de luxe dont Alex disait toujours qu'il donnait une bonne odeur à mes cheveux. Chaque objet partagé me rappelait un moment, une conversation ou un dimanche matin paresseux. Tous ces petits morceaux d'une vie que nous avions construite et qui étaient maintenant terminés. Otto m'a trouvé debout dans la salle de bain, tenant une bouteille de gel douche et pleurant. Il l'a prise de mes mains et l'a emballée lui-même pendant que je me ressaisissais assez pour continuer. Alex est rentré alors que nous emballions encore le salon et l'expression sur son visage quand il a vu les boîtes a failli me briser complètement. Il est resté dans l'embrasure de la porte, ses clés encore à la main, et a demandé si nous pouvions s'il vous plaît parler seul une minute. Otto m'a regardé pour voir ce que je voulais et j'ai hoché la tête. Il est donc sorti, mais je pouvais le voir par la fenêtre, restant près de la porte au cas où j'aurais besoin de lui. Alex s'est assis sur le canapé et a dit que sa mère avait accepté de s'excuser auprès de moi et avait promis de rester complètement en dehors de nos vies si je reconsidérais l'annulation du mariage. Je me suis assise sur le fauteuil en face de lui au lieu d'à côté de lui et j'ai demandé s'il croyait vraiment que Judith tiendrait cette promesse. Il a dit qu'elle lui avait donné sa parole et qu'elle comprenait qu'elle était allée trop loin cette fois. Je lui ai demandé si elle avait déjà tenu parole lorsqu'elle avait promis de ne pas s'ingérer dans sa vie ou ses décisions. Il est devenu silencieux et je pouvais le voir essayer de trouver un exemple qui me prouverait le contraire. J'ai demandé s'il pensait honnêtement que sa mère accepterait simplement notre mariage et nous laisserait tranquilles, ou s'il pensait qu'elle trouverait de nouvelles façons de nous contrôler et de nous manipuler une fois que nous serions légalement liés. Il a dit que nous pouvions fixer des limites et faire en sorte que ça marche si nous essayions tous les deux assez fort. J'ai su à ce moment-là que j'avais fait le bon choix, même si ça faisait plus mal que tout ce que j'avais jamais ressenti. Alex ne pouvait pas répondre à ma question de savoir s'il croyait que sa mère resterait vraiment en dehors de nos vies, car au fond de lui, il savait qu'elle ne le ferait pas. Il a admis que Judith avait toujours été autoritaire, intrusive et impossible à affronter plus de quelques semaines avant qu'elle ne l'épuise. Elle avait saboté sa relation à l'université en convainquant les parents de sa petite amie qu'il était irresponsable avec l'argent. Elle l'avait fait renvoyer de son premier emploi après l'université parce qu'elle ne le trouvait pas assez prestigieux et avait appelé son patron en prétendant s'inquiéter de son problème d'alcool, alors qu'il buvait à peine. Elle avait rendu sa dernière petite amie si malheureuse avec des critiques constantes et des violations de limites que la pauvre femme avait fait une dépression nerveuse et avait déménagé dans un autre état. Alex m'a raconté tout cela comme s'il expliquait simplement des faits sur sa vie, sans reconnaître que c'était d'énormes signaux d'alarme sur ce que serait notre mariage. J'ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui ne protégerait pas notre mariage de l'ingérence de sa mère. Je lui ai dit qu'il devait décider qui il voulait être, un mari qui met sa femme en premier ou un fils qui choisira toujours l'approbation de sa mère plutôt que le bien-être de sa partenaire. Il s'est mis à pleurer et a dit que ce n'était pas juste, que je lui demandais de choisir entre les 2 personnes les plus importantes de sa vie. J'ai dit non. C'est sa mère qui lui demandait de choisir en rendant impossible pour lui d'avoir à la fois une relation avec elle et un mariage sain avec qui que ce soit. Otto et moi avons fini de charger mes affaires dans son camion pendant qu'Alex restait assis sur le canapé, l'air anéanti. J'ai trouvé la clé de mon appartement sur mon trousseau et je l'ai tenue dans ma main pendant 1 minute, ayant l'impression de fermer une porte sur tout l'avenir que je m'étais imaginé. J'avais imaginé que nous vieillirions dans cet appartement, ou peut-être que nous achèterions une maison à proximité, que nous aurions des enfants qui joueraient dans ce parc au bout de la rue, que nous construirions toute une vie ensemble dans ce quartier. Maintenant, je rendais la clé et je tournais le dos à tout cela parce que sa mère m'avait montré exactement à quoi ressemblerait cette vie. J'ai donné la clé à Alex et il l'a prise sans rien dire, me regardant juste comme s'il mémorisait mon visage. Otto a descendu le dernier carton jusqu'au camion et je l'ai suivi, fermant la porte de l'appartement derrière moi pour la dernière fois. Mon frère m'a ramené chez nos parents et m'a aidé à tout monter dans ma chambre d'enfant, où cela tenait à peine entre mes vieux meubles.
J'ai passé cette nuit à pleurer dans le même oreiller que j'utilisais au lycée, celui avec le motif floral délavé que ma mère m'avait acheté pour mon 13e anniversaire. Je me suis réveillé le lendemain matin et j'ai dû faire face à la réalité que je devais trouver un nouvel appartement et reconstruire toute ma vie à partir de rien. Le lundi au travail a été horrible car plusieurs de mes collègues avaient été invités au mariage et tout le monde savait qu'il avait été annulé. Les gens me lançaient des regards compatissants dans le couloir ou la salle de pause, puis détournaient rapidement le regard quand je croisais leur regard, comme s'ils ne voulaient pas empirer les choses en reconnaissant ce qui s'était passé. Roé s'est arrêté à mon bureau en milieu de matinée avec un café et a dit qu'il était désolé que les choses se soient terminées de cette façon. J'ai apprécié qu'il ne demande pas de détails, n'offre pas de conseils sur les relations ou ne me dise pas que tout arrive pour une raison. Il a juste dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, même juste de quelqu'un à qui me confier ou de l'aide sur un projet pour me distraire, je devais le lui faire savoir. Je l'ai remercié sincèrement car sa simple gentillesse sans curiosité mal placée m'a semblé la première interaction humaine normale que j'avais eue depuis le désastre du dîner de répétition. Je me suis plongé dans un gros projet d'analyse que j'avais repoussé, passant 8 heures à créer des feuilles de calcul et à générer des rapports, car me concentrer sur le travail m'empêchait de penser à ma vie personnelle qui s'effondrait. Ma patronne s'est arrêtée vers 15 heures pour prendre de mes nouvelles et a dit qu'elle avait entendu parler de l'annulation du mariage et voulait que je sache que je pouvais prendre des jours de congé si j'en avais besoin. Je lui ai dit que je préférais travailler car rester à la maison ne faisait qu'empirer les choses, et elle a hoché la tête comme si elle comprenait et m'a dit de la prévenir si cela changeait. Judith a appelé directement mon téléphone le mardi après-midi alors que j'étais en réunion. Je l'ai renvoyé sur la messagerie vocale et j'ai essayé de me concentrer sur la présentation que mon collègue faisait sur les projections du 3e trimestre. À la fin de la réunion, j'ai vu qu'elle avait laissé un message et j'ai failli le supprimer sans l'écouter. Mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur Replay, peut-être juste le besoin de savoir ce qu'elle dirait après tout ce qu'elle avait fait. Son message vocal réussissait à être à la fois une excuse et une accusation dans la même phrase. Elle a dit qu'elle était désolée que j'ai pris sa suggestion de contrat de mariage si personnellement et qu'elle essayait seulement de protéger son fils d'une erreur. Elle a dit que j'étais clairement trop immature pour comprendre l'amour d'une mère et jusqu'où un parent irait pour protéger son enfant. Elle espérait qu'un jour, quand j'aurai mes propres enfants, je repenserai à cela et réaliserai qu'elle ne faisait que ce que toute bonne mère ferait. Le message m'a mise tellement en colère que j'ai dû prendre mes clés et aller m'asseoir dans ma voiture dans le parking pendant 20 minutes juste pour me calmer assez pour retourner au travail. J'ai réécouté le message 3 fois de plus, devenant plus en colère à chaque fois face à son incapacité totale à voir qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle s'excusait pour ma réaction à son comportement, pas pour le comportement lui-même, ce qui n'était en fait pas une excuse du tout. Ce soir-là, mon père a suggéré que je devrais parler à un avocat pour savoir si les actions de Judith m'avaient causé des dommages-intérêts récupérables. Il a souligné que j'avais payé la majeure partie du mariage moi-même, près de 40 000 $ entre la robe, la compte pour le lieu, le photographe et une centaine d'autres dépenses. Si nous pouvions prouver que Judith avait délibérément saboté le mariage pour me causer un préjudice financier, je pourrais peut-être récupérer une partie de cet argent. J'ai pris rendez-vous avec un avocat pour le jeudi après-midi et j'ai passé 2 heures à passer en revue toutes mes dépenses de mariage, mes emails et mes SMS pour tout documenter. L'avocate était une femme d'une 50aine d'années avec des yeux bienveillants qui a écouté toute mon histoire sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a expliqué que bien que le comportement de Judith ait été horrible et cruel, je n'avais probablement pas beaucoup de bases légales pour un procès. Je devrais prouver qu'elle a intentionnellement saboté le mariage spécifiquement pour me causer un préjudice financier, et pas seulement que son comportement a conduit à l'annulation. Étant donné que c'est moi qui avais techniquement annulé le mariage en partant, il serait difficile de soutenir que Judith a causé mes dommages plutôt que mon propre choix. La consultation m'a coûté 300 $ que je n'avais pas vraiment en ce moment avec toutes mes dépenses de mariage qui avaient déjà vidé mes économies, ce qui n'a fait qu'ajouter à ma colère et à ma frustration face à toute la situation. Ce week-end-là, Talia est venue me chercher dans sa voiture, et nous avons fait le tour pour regarder des appartements que je pouvais réellement me permettre seul. Le premier endroit avait de la moisissure dans la salle de bain et un propriétaire qui n'arrêtait pas de regarder ma poitrine pendant qu'il nous faisait visiter. Le deuxième endroit était sympa, mais demandait le premier mois, le dernier mois, une caution, et une caution pour animal de compagnie, même si je n'ai pas d'animaux, ce qui s'élevait à plus que ce que j'avais sur mon compte courant. Le troisième endroit était un 2 pièces au 2e étage d'un immeuble ancien avec une moquette qui avait connu des jours meilleurs et une cuisine de la taille d'un placard, mais le loyer était de 800 par mois, et le propriétaire semblait normal. J'ai rempli la demande sur place pendant que Talia regardait dans les placards et testait la pression de l'eau.
Le propriétaire a appelé mes références le même après-midi, et le lundi, j'avais l'approbation pour emménager le 1er du mois prochain. J'ai signé le bail dans son bureau et lui ai remis un chèque pour la caution que mes parents avaient virée sur mon compte ce matin-là. Et quand je suis sorti avec ma copie du bail, j'ai eu l'impression que j'allais vomir. C'était réel maintenant. C'était mon appartement, juste le mien. La preuve que la vie que j'avais prévue avec Alex était vraiment terminée et que je repartais de zéro. Talia m'a emmené manger une glace après et m'a dit que c'était une bonne chose, même si ça ne semblait pas bien pour l'instant, qu'avoir mon propre logement signifiait que je pouvais construire exactement la vie que je voulais sans compromis. Je voulais la croire, mais la plupart du temps, je me sentais juste triste et effrayé de vivre seul pour la première fois en 3 ans. 2 semaines après le mariage annulé, mon téléphone a vibré avec un texto d'Alex me demandant si nous pouvions nous voir pour un café pour parler. J'ai fixé le message pendant 10 minutes, essayant de décider si je devais l'ignorer, bloquer son numéro ou quoi. Et puis j'ai répondu par texto que nous pouvions nous voir jeudi à 15h au café près de la bibliothèque. Une partie de moi savait que c'était stupide et que je devais juste passer à autre chose. Mais une autre partie de moi avait besoin de le voir une dernière fois. Besoin de savoir s'il avait compris quelque chose ou s'il était toujours le même gars qui avait hésité quand je lui avais demandé s'il couperait les ponts avec sa mère. Le jeudi est arrivé et je suis arrivé 5 minutes en avance, j'ai commandé mon latte habituel et je me suis assise à une table près de la fenêtre d'où je pouvais le voir arriver. Il est entré l'air terrible, comme s'il n'avait pas beaucoup dormi, avec des cernes sous les yeux et les cheveux plus longs que d'habitude. Il a commandé un café noir, s'est assis en face de moi et a immédiatement commencé à parler de combien je lui manquais. Comment l'appartement semblait vide sans moi, comment il oubliait sans cesse que je n'étais pas là et se tournait pour me dire quelque chose avant de se souvenir que j'étais parti. J'ai écouté sans dire grand-chose et j'ai vu ses mains trembler un peu quand il a pris sa tasse de café. Alex m'a dit qu'il avait commencé à fixer des limites avec sa mère et qu'elle commençait à comprendre qu'elle était allée trop loin avec l'histoire du contrat de mariage. Je lui ai demandé quelles limites spécifiquement, et il a dit qu'il ne prenait plus ses appels tous les jours et qu'il lui avait dit qu'elle devait s'excuser auprès de moi. J'ai demandé comment elle avait réagi à cela et il est devenu vague, disant qu'elle était en train de tout digérer et de changer d'avis lentement. J'ai demandé s'il lui avait dit qu'il n'aurait pas de relation avec elle à moins qu'elle ne respecte ses choix, et il a dit qu'il se préparait à avoir cette conversation. J'ai demandé s'il travaillait toujours dans l'entreprise familiale et il a dit oui, mais qu'il pensait chercher d'autres emplois. J'ai demandé s'il avait déménagé de l'appartement que ses parents l'aidaient à payer, et il a dit pas encore, mais qu'il y songeait. Chaque réponse qu'il me donnait était douce et conditionnelle, pleine de mots comme penser, envisager et travailler vers. Et j'ai réalisé qu'il était exactement au même point qu'au dîner de répétition. Quand je l'ai souligné, il est devenu sur la défensive et a dit que je n'étais pas juste sur la difficulté de la situation pour lui, que je ne comprenais pas ce que c'était d'avoir une mère comme Judith, qu'il faisait de son mieux. J'ai dit que je savais que c'était difficile, mais qu'éviter ces appels n'était pas la même chose que de fixer de vraies limites et que penser à peut-être chercher un autre emploi n'était pas la même chose que de réduire réellement sa dépendance financière vis-à-vis de sa famille. J'ai posé mon café, j'ai regardé Alex et je lui ai dit que j'avais besoin qu'il comprenne quelque chose d'important. J'ai dit que je n'étais pas parti à cause d'un terrible contrat de mariage ou d'un affreux dîner de répétition. Je suis parti parce que, quand je lui ai demandé s'il couperait complètement sa mère de nos vies, il a hésité. Et cette hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce que serait notre mariage. J'ai dit qu'il hésitait encore maintenant, qu'il essayait toujours de trouver un terrain d'entente où il pourrait garder à la fois sa mère et moi heureux. Et ce terrain d'entente n'existait pas parce que sa mère ne m'accepterait jamais et n'arrêterait jamais d'essayer de contrôler sa vie. J'ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui ne protégerait pas notre relation de l'ingérence constante de sa mère. Et tant qu'il ne serait pas prêt à faire de vrais changements et pas seulement à parler de peut-être faire des changements un jour, nous n'avions pas d'avenir ensemble. Il avait l'air d'avoir été frappé et a dit qu'il essayait si fort et que ce n'était pas juste que j'abandonne. J'ai dit que je ne l'abandonnais pas. Je me choisissais moi-même, et c'était 2 choses différentes. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, puis il a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour me faire changer d'avis, et j'ai dit non. Pas à moins qu'il ne soit prêt à couper complètement les ponts avec sa mère à partir d'aujourd'hui. Et nous savions tous les deux qu'il n'était pas prêt pour ça. Il est sorti l'air anéanti et je suis resté assis seul, finissant mon café et me sentant complètement vidé. Comme si cette conversation avait pris toute l'énergie qu'il me restait. Le jour du déménagement est arrivé et Otto s'est présenté avec son camion pour m'aider à transporter mes affaires vers le nouvel appartement.
La plupart de ce qu'Alex et moi avions accumulé ensemble est resté avec lui car c'étaient les meubles de sa famille ou des choses que sa mère nous avait achetées, ce qui signifiait que j'emménageais avec seulement mes vêtements, mes livres, mon ordinateur portable et quelques articles de cuisine que j'avais apportés dans la relation. L'appartement avait l'air vide et déprimant avec seulement mes cartons empilés dans les coins et aucun meuble à part le cadre de lit bon marché que j'avais commandé en ligne. Otto m'a aidé à monter une étagère du magasin Discount et une petite table avec 2 chaises. Et Talia est arrivée plus tard avec des coussins, une plante et un tableau encadré pour le mur pour que ça ressemble moins à une cellule de prison. Cette première nuit, je me suis assise par terre en mangeant de la pizza directement de la boîte parce que je n'avais pas encore de canapé. Et j'ai regardé mon petit appartement triste en me demandant si j'avais fait une énorme erreur en jetant une relation à cause de drames familiaux. Peut-être que j'aurais dû essayer plus fort de faire en sorte que ça marche avec Alex. Peut-être que j'aurais dû être plus patiente pendant qu'il apprenait à gérer sa mère. Peut-être que j'étais trop dur, en attendant de lui qu'il choisisse entre nous. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête jusqu'à ce que je me sente mal et que je doive me rappeler que son hésitation au dîner de répétition m'avait dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Que je méritais quelqu'un qui me choisirait sans hésiter. Qu'être seul valait mieux que d'être dans une relation où je passerais toujours après sa mère. 3 semaines après le mariage annulé, ma mère m'a transféré une publication sur les réseaux sociaux de quelqu'un nommé Carole Winters, qui était apparemment une amie proche de Judith. La publication ne me nommait pas directement, mais elle parlait de toute évidence de moi. Elle parlait des jeunes femmes arrivistes de nos jours qui n'apprécient pas les familles généreuses et prennent des décisions impulsives qui ruinent la vie de bons hommes. Elle disait, certaines femmes ne se soucient que de l'argent et du statut, mais quand on leur demande de signer un contrat de mariage raisonnable, elles montrent leur vrai visage et s'enfuient. La publication avait des dizaines de commentaires d'autres personnes du cercle social de Judith, toutes d'accord et partageant des histoires similaires sur les profiteuses et les femmes ingrates qui ne reconnaissent pas une bonne chose quand elles l'ont. J'ai lu les commentaires, sentant mon visage devenir chaud de colère et de honte, voyant des étrangers discuter de ma relation ratée comme s'ils savaient quoi que ce soit de ce qui s'était passé. Ma mère a appelé juste après l'avoir envoyé et a dit qu'elle était furieuse que ces gens répandent des mensonges sur moi. Et j'ai dit que j'étais plus que furieuse. J'étais humilié que Judith mène toute une campagne de réputation pour me faire passer pour la méchante. Ce soir-là, Talia a passé du temps à trouver d'autres publications d'amis de Judith, disant tout à peu près la même chose sans utiliser mon nom. Il me dépeignait comme une profiteuse qui est partie quand on lui a demandé de signer un contrat de mariage raisonnable, ignorant complètement le fait que je gagnais plus d'argent qu'Alex et que j'avais payé moi-même la majeure partie de notre mariage. Une publication parlait des femmes qui manipulent les hommes en prétendant être indépendantes, mais qui ne veulent en réalité que l'accès à l'argent de la famille. Une autre publication disait, les jeunes femmes d'aujourd'hui ne comprennent pas l'engagement et abandonnent au premier signe de difficulté. Les commentaires étaient encore pires, remplis de gens que je n'avais jamais rencontrés, d'accord pour dire que les femmes comme moi détruisaient les bons hommes et les familles. J'ai montré à Talia une publication qui avait plus de 100 commentaires, et elle a dit, ces gens sont des déchets et leurs opinions n'ont pas d'importance. Mais il était difficile de ne pas sentir la piqûre de voir des étrangers croire des mensonges sur moi. Le pire, c'était de savoir que la vérité n'importait pas à ces gens parce qu'ils avaient déjà décidé que Judith avait raison et que j'avais tort, et que rien de ce que je pourrais dire ne changerait leur opinion sur moi. Mon premier rendez-vous chez le psy a eu lieu un mardi après-midi et j'ai passé 1 heure à raconter à cette femme que je n'avais jamais rencontré le désastre du dîner de répétition, le mariage annulé et maintenant la campagne sur les réseaux sociaux. Elle a écouté sans m'interrompre, puis a demandé comment je gérais ma colère face aux publications. J'ai dit que j'étais furieuse et humiliée et que je voulais répondre publiquement pour rétablir la vérité. Elle a souligné que je ne pouvais pas contrôler ce que Judith disait ou ce que ses amis croyaient, mais que je pouvais contrôler si j'y participais ou si je laissais cela me ronger. Elle a dit que répondre publiquement ne ferait qu'alimenter le drame et donnerait à ces gens plus de munitions à utiliser contre moi. Je savais qu'elle avait raison, mais cela me mettait quand même en colère de devoir prendre le beau rôle pendant que Judith salissait ma réputation avec des mensonges. Nous avons parlé de moyens sains de gérer la colère, et elle m'a suggéré d'écrire tout ce que je voulais dire à Judith et à ses amis, mais de ne pas l'envoyer. Juste pour me défouler. Je suis parti en me sentant un peu mieux, mais toujours brûlante à l'idée que les gens croyaient des mensonges sur moi, et que j'étais censé simplement l'accepter. Les choses se sont compliquées au travail quand quelqu'un de la comptabilité s'est arrêté à mon bureau et a mentionné que l'entreprise d'Enrique était l'un de nos clients. Elle a demandé si c'était bizarre de travailler sur des comptes liés à la famille de mon ex, et j'ai dit que je ne travaillais pas sur ce compte. Et elle a dit, oh, bien. Car elle avait entendu dire par quelqu'un que j'étais fiancé à leur fils,
et elle se demandait si ce serait gênant. J'ai senti mon estomac se nouer parce que je n'avais pas réalisé que les gens au travail étaient au courant du lien, et je ne voulais absolument pas que cela soit évoqué au bureau. Plus tard dans l'après-midi, ma patronne m'a appelé dans son bureau et m'a demandé s'il y allait y avoir une quelconque gêne avec le comte Edmond. Je l'ai assuré que ma vie personnelle n'affecterait pas mon travail professionnel et que je n'avais plus aucun contact avec cette famille. Elle a semblé satisfaite, mais a dit qu'elle devait savoir si des problèmes survenaient car nous ne pouvions pas nous permettre de perdre un client majeur à cause d'un drame personnel. Je suis retourné à mon bureau en me sentant exposé et vulnérable dans un endroit où je me sentais auparavant compétente et en sécurité, sachant que ma relation ratée faisait maintenant partie de ma réputation professionnelle. Un mois après le mariage annulé, j'étais à l'épicerie en train de charger des légumes dans mon chariot quand quelqu'un a prononcé mon nom. Je me suis retourné et j'ai vu la tante d'Alex debout là avec son propre chariot, me regardant attentivement comme si elle essayait de décider si elle devait s'approcher. Elle s'est présentée comme Whitney, bien que nous nous soyons rencontrés plusieurs fois pendant ma relation avec Alex, et elle a demandé si nous pouvions parler une minute. J'ai dit, d'accord, et nous nous sommes déplacés sur le côté de la section des fruits et légumes où nous ne bloquions pas la circulation. Elle m'a dit qu'elle voulait me contacter parce qu'elle pensait que j'avais fait le bon choix en quittant Alex. J'ai dû avoir l'air surprise car elle a rapidement ajouté qu'elle aimait son neveu, mais qu'elle avait vu Judith détruire 2 de ses relations précédentes avec un comportement autoritaire similaire. Elle a dit qu'une petite amie de l'université avait été chassée quand Judith avait convaincu les parents de la fille qu'Alex était irresponsable avec l'argent. Et une autre petite amie d'il y a quelques années avait mis fin à leur relation après que Judith se soit présentée à son lieu de travail pour lui faire la morale sur le comportement approprié. Whitney a dit qu'elle avait vu Alex devenir de moins en moins capable de prendre ses propres décisions au fil des ans, et la situation du dîner de répétition n'était que la dernière tentative de Judith pour contrôler qui son fils épousait et comment il vivait sa vie. Whitney a sorti une carte de visite de son sac à main et a écrit son numéro de portable au dos. Elle a dit que je devrais l'appeler si je voulais parler davantage de tout cela, et qu'elle le pensait vraiment, pas comme ces fausses offres que les gens font par politesse. J'ai pris la carte et je l'ai retournée dans mes mains, essayant de comprendre son intention. Elle était mariée au frère de Judith, ce qui faisait d'elle une partie de cette famille, même si elle semblait sympathique à ma cause. Je l'ai remerciée et j'ai dit que j'y réfléchirais, puis je l'ai regardé pousser son chariot vers les caisses pendant que je restais là, tenant des légumes que j'avais oublié d'acheter. 3 jours se sont écoulés avant que j'envoie un texto au numéro de Whitney. Je n'arrêtais pas de prendre mon téléphone et de le reposer, me demandant si c'était un piège ou si Judith l'avait envoyé pour recueillir des informations. Mais j'étais aussi curieuse de savoir ce qu'elle savait. Et honnêtement, j'avais besoin de comprendre si ce qui s'était passé au dîner de répétition était normal pour cette famille ou si c'était aussi fou que ça en avait l'air. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café près de mon bureau le jeudi après-midi. Je suis arrivé la première et j'ai choisi une table dans le coin du fond où nous pourrions parler sans être entendus. Whitney est arrivée exactement à l'heure, portant un grand dossier qu'elle a posé sur la table entre nous. Elle a commandé un latte et j'ai pris un thé, puis elle a ouvert le dossier et a commencé à sortir des publications Facebook imprimées et de vieilles photos. Elle a dit qu'elle documentait le comportement de Judith depuis des années parce qu'elle pensait que quelqu'un devait en garder une trace. La première histoire qu'elle m'a racontée concernait une fille nommée Rebecca qui sortait avec Alex à l'université. Rebecca venait d'une famille de classe moyenne normale et étudiait l'ingénierie grâce à une bourse. Judith a décidé que Rebecca n'était pas assez bien pour son fils et a lancé une campagne pour les faire rompre. Elle a appelé les parents de Rebecca et leur a dit qu'Alex échouait à ses cours et se droguait, ce qui était complètement inventé. Elle a dit qu'Alex allait perdre son fonds en fiducie et que Rebecca finirait par le soutenir financièrement s'ils restaient ensemble. Les parents de Rebecca étaient traditionnels et conservateurs, et ils ont fait pression sur leur fille pour qu'elle mette fin à la relation parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle soit déraillée par un petit ami à problème. Alex n'a jamais su que sa mère était derrière la rupture jusqu'à des années plus tard. Whitney m'a montré une autre photo d'une femme nommée Sarah avec qui Alex sortait il y a environ 3 ans. Sarah travaillait dans le marketing et gagnait bien sa vie, mais Judith a décidé qu'elle était trop indépendante et ne serait pas une bonne épouse. Elle s'est présentée au travail de Sarah un après-midi chargé et l'a coincée dans le hall. Judith a dit à Sarah qu'Alex avait une maladie génétique qui le rendrait stérile, et que si Sarah voulait des enfants, elle devrait trouver quelqu'un d'autre. C'était un autre mensonge complet. Mais Sarah a rompu avec Alex la même semaine parce qu'elle voulait des enfants un jour et pensait qu'il lui avait caché cela. Alex a découvert des mois plus tard ce que sa mère avait fait lorsqu'il a croisé Sarah à la fête d'un ami et qu'elle a mentionné le problème de fertilité. Apprendre l'existence de ces autres femmes m'a fait mal au ventre.
J'ai demandé à Whitney combien de fois Judith avait fait cela et elle a dit au moins 4 fois à sa connaissance, probablement plus. Elle a expliqué que Judith avait un schéma consistant à attendre qu'Alex devienne sérieux avec quelqu'un, puis à trouver un moyen de saboter la relation avant qu'elle ne puisse progresser vers le mariage. L'embuscade du contrat de mariage à mon dîner de répétition n'était que la dernière version de ces tactiques de contrôle. Whitney a dit qu'elle pensait que Judith avait choisi le dîner de répétition spécifiquement parce que c'était public et humiliant, conçu pour me faire partir afin qu'Alex me voie comme celle qu'il a abandonnée. J'ai ressenti un étrange mélange de validation et de tristesse. Validation parce que cela prouvait que je ne surréagissais pas ou que je n'étais pas trop sensible à ce qui s'était passé. Tristesse parce qu'Alex avait dû faire face à cela toute sa vie et ne réalisait probablement même pas à quel point c'était anormal. Whitney a confirmé cela en me parlant de l'enfance d'Alex. Elle a dit que Judith contrôlait tout, des sports qu'il pratiquait aux amis qu'il pouvait inviter, en passant par les universités auxquelles il pouvait postuler. Son père, Enrique, se contentait de suivre ce que Judith décidait parce que c'était plus facile que de se disputer avec elle. Alex a grandi en pensant que c'était une éducation normale, que les mères étaient censées gérer tous les aspects de la vie de leur fils. Whitney s'est penchée en avant et a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle a dit qu'elle ne me racontait pas tout cela pour me convaincre de retourner avec Alex. Elle a dit qu'elle me le racontait pour que je comprenne que ce qui s'était passé n'était pas de ma faute et que ce n'était pas vraiment de la faute d'Alex non plus. C'était le résultat de décennies de dysfonctionnement et d'un système familial où le contrôle de Judith n'était pas contesté. Elle a dit qu'Alex n'avait jamais appris à fixer des limites avec sa mère parce que son père n'avait jamais montré ce comportement. Enrique avait pratiquement renoncé à affronter sa femme il y a des années et leur mariage ressemblait plus à un arrangement commercial où Judith prenait toutes les décisions et Enrique les finançait. J'ai demandé à Whitney pourquoi elle me racontait tout cela maintenant et sa réponse m'a surprise. Elle a dit qu'elle se sentait coupable de ne pas avoir parlé lors du dîner de répétition quand Judith m'a tendu une embuscade. Elle avait été choquée et réduite au silence comme tout le monde, mais après, elle n'arrêtait pas de penser qu'elle aurait dû dire quelque chose pour me soutenir, ou au moins prendre Alex à part en privé pour lui dire que sa mère dépassait les bornes. Elle a dit qu'elle avait vu Judith détruire trop de relations d'Alex, et qu'elle en avait assez d'en être un témoin silencieux. Son honnêteté m'a plu, et j'ai commencé à penser qu'elle essayait peut-être vraiment d'aider plutôt que d'espionner pour Judith. Nous avons parlé pendant près de 2 heures cet après-midi-là. Whitney a partagé d'autres histoires sur la dynamique familiale et la manière dont Judith manipulait les situations pour maintenir le contrôle. Elle m'a parlé des vacances où Judith créait des drames si les choses ne se passaient pas exactement comme elle le voulait, de la façon dont elle avait menacé de couper les vivres à Alex à plusieurs reprises lorsqu'il essayait de prendre des décisions indépendantes. Elle m'a montré des SMS où Judith harcelait Alex pour des choses mineures comme ne pas l'appeler tous les jours ou choisir de passer du temps avec des amis au lieu des dîners de famille. À la fin de notre conversation, j'ai compris qu'Alex était piégé dans un système dont il ne savait pas comment s'échapper. 6 semaines après le mariage annulé, j'étais dans mon nouvel appartement un samedi matin en train de préparer le petit déjeuner quand quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'attendais personne et j'étais encore en pyjama, alors j'ai regardé par le Judas avant d'ouvrir. Alex se tenait dans le couloir, tenant une tasse de café et l'air nerveux. Il était mieux habillé qu'à notre rencontre au café des semaines auparavant, portant un vrai jean et une belle chemise au lieu des vêtements froissés qu'il avait alors. Je suis resté là 1 minute à essayer de décider si je devais ouvrir la porte, puis j'ai finalement déverrouillé et je l'ai laissé entrer. Il s'est excusé de se présenter sans appeler d'abord et a dit qu'il avait mis des jours à trouver le courage de passer. Je lui ai fait signe de s'asseoir sur mon canapé et j'ai pris la chaise en face de lui, gardant une distance physique entre nous. Il a posé le café sur ma table et a commencé à parler de thérapie. Il a dit qu'il y allait 2 fois par semaine depuis 1 mois, travaillant spécifiquement sur sa relation avec sa mère et apprenant à fixer des limites. Il a parlé de la façon dont son thérapeute l'avait aidé à voir des schémas dans son comportement, comment il avait toujours donné la priorité aux sentiments de sa mère par rapport à ceux de tout le monde, y compris les siens. Il a dit qu'il comprenait enfin ce que j'avais essayé de lui dire au dîner de répétition sur le choix entre être un mari et être le fils de sa mère. Alex a passé près d'1 heure à me raconter le travail qu'il avait fait. Il avait fait une liste de toutes les fois où sa mère s'était ingérée dans sa vie et ses relations. Il s'était entraîné à lui dire non lors des séances de thérapie. Il l'avait même confronté à propos de l'embuscade du contrat de mariage et lui avait dit que c'était inacceptable. Il a dit que sa mère ne l'avait pas bien pris et qu'ils avaient eu une énorme dispute où elle l'avait accusé d'être endoctriné par la thérapie et d'être ingrat pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Mais il avait tenu bon et lui avait dit qu'il n'aurait pas de relation avec elle à moins qu'elle ne s'excuse auprès de moi et ne respecte ses choix à l'avenir.
La partie qui a vraiment attiré mon attention, c'est quand il a dit qu'il ne s'était pas parlé depuis 2 semaines. Il m'a dit que c'était la plus longue période qu'il ait jamais passée sans parler à sa mère, et que c'était difficile, mais aussi nécessaire. Il m'a regardé avec cette expression pleine d'espoir et a demandé s'il y avait une chance que nous puissions réessayer, pas de nous fiancer à nouveau, mais peut-être de recommencer à sortir ensemble et de reconstruire la confiance. Il a dit qu'il croyait sincèrement avoir changé et qu'il comprenait maintenant ce qui n'allait pas avant. Je pouvais voir qu'il le pensait, qu'il pensait vraiment avoir fait des progrès et résolu les problèmes qui nous avaient séparés. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir, ce qui était vrai. Mais même en le disant, je remarquais des choses dans son histoire qui me dérangeaient. Tout son discours sur la fixation de limites concernait ce qu'il avait dit à sa mère, pas ce qu'il avait réellement fait pour restructurer sa vie. Il travaillait toujours dans l'entreprise familiale, était toujours financièrement dépendant de son fonds en fiducie qu'elle contrôlait, vivait toujours dans un appartement appartenant à ses parents. Il n'avait fait aucun changement concret qui rendrait ses limites durables à long terme. J'avais l'impression qu'il avait fait des progrès émotionnels en comprenant le problème, mais qu'il n'avait pas fait de progrès pratiques pour le résoudre. Après le départ d'Alex, je suis resté assise sur mon canapé un moment, à digérer tout ce qu'il avait dit. Puis j'ai appelé Talia parce que j'avais besoin d'en parler avec quelqu'un qui me connaissait assez bien pour poser les questions difficiles. Elle est venue ce soir-là avec de la nourriture thaïlandaise et du vin, et je lui ai parlé de la visite d'Alex et de sa demande de réessayer. Elle a écouté attentivement pendant que j'expliquais tout le travail de thérapie qu'il avait fait et à quel point il semblait vraiment différent. Puis elle m'a posé la question que j'évitais de me poser. Elle a dit que je devais déterminer si je voulais vraiment me remettre avec lui ou si je regrettais simplement d'avoir un partenaire et que je me sentais coupable de sa douleur. Je n'avais pas de bonne réponse pour elle, ce qui était probablement une réponse en soi. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir avant de prendre une décision. Talia a dit que c'était intelligent et m'a rappelé que je ne devais rien à Alex juste parce qu'il travaillait sur lui-même. Elle a souligné que le fait qu'il suive une thérapie était formidable pour lui, que nous nous remettions ensemble ou non, et que je ne devais pas me sentir obligé de lui donner une autre chance simplement parce qu'il faisait des changements qu'il aurait dû faire il y a des années. Nous avons passé le reste de la soirée à regarder de mauvais films et à ne pas parler d'Alex, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. 2 mois après le mariage annulé, le cycle d'évaluation annuel de mon entreprise a eu lieu. J'ai rencontré ma patronne et j'ai obtenu d'excellentes notes dans toutes les catégories. Elle a dit que mon travail avait été constamment solide et qu'elle était impressionnée par la façon dont j'avais géré certaines situations difficiles avec les clients. L'évaluation positive m'a rassuré sur le fait que le lien avec la famille Redmond n'avait pas nui à ma réputation professionnelle comme je l'avais craint. Plus tard cette semaine-là, Roy s'est arrêté à mon bureau et a mentionné quelque chose qui m'a fait bouillir de colère. Il a dit qu'il avait entendu par le réseau de ragots du bureau que quelqu'un du compte Redmond avait essayé de faire des commentaires négatifs sur moi à ma patronne. Apparemment, ils avaient appelé et dit que j'avais des problèmes personnels qui pourraient affecter la qualité de mon travail. Ma patronne avait immédiatement mis fin à la conversation et leur avait dit que ma vie personnelle n'avait absolument rien à voir avec mes performances professionnelles. Elle leur aurait également dit que s'ils avaient des préoccupations concernant un employé, ils devaient passer par les canaux RH appropriés, et non faire de vagues accusations par téléphone. J'étais reconnaissante de cette protection, mais furieuse que Judith essaie maintenant de saboter ma carrière en plus de tout ce qu'elle avait déjà fait. J'ai décidé d'être proactive concernant les dommages à ma réputation au lieu d'attendre de voir quels autres problèmes Judith pourrait causer. J'ai organisé un déjeuner avec 3 collègues qui avaient été invités au mariage, des personnes avec qui je travaillais régulièrement et qui auraient pu entendre des rumeurs ou se demander ce qui s'était passé. Autour de salades et de sandwichs, je leur ai donné une brève version professionnelle de ce qui s'était passé. J'ai expliqué que la mère d'Alex avait présenté un contrat de mariage inacceptable lors du dîner de répétition, avec des termes que je ne pouvais pas accepter, et que j'avais décidé que je ne pouvais pas me marier dans cette dynamique familiale. Je suis resté factuel et sans émotion, me concentrant sur l'incompatibilité plutôt que d'attaquer Judith ou de me faire passer pour une victime. La plupart d'entre eux ont été compréhensifs et solidaires. Une femme a partagé sa propre histoire d'une belle-mère difficile qui avait rendu son début de mariage très dur. Un autre gars a parlé de la façon dont sa sœur avait annulé un mariage 2 jours avant à cause de problèmes familiaux, et que c'était le bon choix, même si c'était douloureux. Avoir ces conversations m'a fait me sentir moins seule et moins inquiète de ce que les gens au travail pensaient de moi. Cela m'a aussi fait du bien de contrôler mon propre récit au lieu de laisser la version de Judith être la seule histoire que les gens entendaient. La semaine suivante, Talia m'a convaincu d'essayer quelque chose de complètement nouveau.
Elle a dit que j'avais besoin de rencontrer des gens en dehors de mes cercles existants, de m'impliquer dans des activités qui n'avaient rien à voir avec le travail, le mariage ou tout ce drame. Elle avait rejoint une ligue de volley-ball de loisirs qui jouait le mercredi soir et pensait que je devrais venir essayer. Je lui ai dit que j'étais nul au volley et que je n'avais pas joué depuis le cours de gym au lycée, mais elle a dit que c'était tout l'intérêt. C'était récréatif, pas compétitif, et l'équipe était amicale et voulait juste s'amuser. Je me suis présenté au premier entraînement en me sentant maladroite et pas à ma place. L'équipe était un mélange de personnes dans la vingtaine et la trentaine, certains qui étaient corrects au volley et d'autres qui étaient aussi mauvais que moi. Nous avons fait des exercices et des matchs pendant 2 heures, et j'ai passé la plupart de ce temps soit à rater complètement la balle, soit à la frapper dans la mauvaise direction. Mais personne ne s'en souciait ou ne me faisait me sentir mal à ce sujet. Ils ont juste ri et m'ont encouragé à continuer d'essayer. À la fin de l'entraînement, je transpirais, j'étais fatigué et j'avais mal au bras. Mais je me sentais aussi bien d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Pendant 2 heures, j'avais juste été une personne jouant à un jeu, pas quelqu'un en train de digérer un mariage annulé ou de gérer des drames familiaux. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai continué à aller à l'entraînement de volley chaque semaine, et à la 3e séance, je commençais à prendre le coup pour servir sans envoyer la balle dans le filet. L'équipe m'a accueilli comme si j'avais toujours été là, et personne ne m'a posé de questions sur ma vie personnelle ou sur la raison pour laquelle j'avais soudainement autant de temps libre le mercredi soir. Un des gars de l'équipe a invité tout le monde à prendre un verre après l'entraînement et j'y suis allé, sentant que je pouvais peut-être redevenir une personne normale faisant des choses normales. Nous nous sommes assis dans un bar à parler de choses sans importance et j'ai réalisé que je riais à des blagues et que je ne pensais pas à Alex ou au mariage pendant de longues périodes. Cela ressemblait à un progrès, même si je savais que j'avais encore un long chemin à parcourir avant d'avoir vraiment tourné la page. 10 semaines après le mariage annulé, une épaisse enveloppe est arrivée à mon appartement avec l'adresse d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. Je l'ai ouverte debout dans ma cuisine et j'ai trouvé une lettre officielle sur du papier à en-tête coûteuse exigeant que je rende divers cadeaux que la famille Redmond m'avait offerts pendant ma relation avec Alex. La lettre comprenait une liste détaillée qui a fait monter ma tension artérielle en la lisant. Il voulait récupérer les boucles d'oreilles en diamant que Judith m'avait offertes pour mon anniversaire, un collier de perles de Noël d'il y a 2 ans, l'ordinateur portable qu'Enrique m'avait donné quand le mien était mort l'année dernière, un sac à main de créateur qu'Alex m'avait acheté pour notre anniversaire, et plusieurs autres articles totalisant environ 15 000 $ selon leurs calculs. La lettre menaçait d'une action en justice si je ne me conformais pas dans les 30 jours et était signée par un avocat dont je ne reconnaissais pas le nom. Je l'ai lu 3 fois en essayant de comprendre si cela se passait vraiment, si Judith était vraiment si amère que je sois parti qu'elle essayait maintenant de reprendre des cadeaux d'il y a des années. La lettre indiquait clairement que c'était sa nouvelle stratégie pour me punir puisqu'elle ne pouvait plus contrôler Alex ou me forcer à signer son terrible contrat de mariage. J'ai posé la lettre sur mon comptoir et je suis resté là, ressentant un mélange de rage et d'incrédulité qu'elle continue de s'en prendre à moi des mois après que j'ai déjà quitté son fils et sa famille. J'ai appelé mon avocate le lendemain matin et lui ai lu toute la lettre par téléphone. Elle m'a demandé de la scanner et de l'envoyer à son bureau pour qu'elle puisse examiner le libellé spécifique et la liste des articles qu'il réclamait. J'ai passé ma pause déjeuner au travail à m'occuper de cela au lieu de vraiment manger, scannant des documents à l'imprimante du bureau tout en essayant de ne pas laisser mes collègues voir à quel point j'étais stressé. Mon avocate m'a rappelé cet après-midi-là et m'a expliqué que légalement, les cadeaux offerts pendant une relation n'ont généralement pas à être rendus, sauf s'ils étaient explicitement conditionnels au mariage. Elle a dit que la bague de fiançailles devrait normalement être rendue car c'est un cadeau conditionnel, mais je l'avais déjà rendu lors du dîner de répétition devant 50 témoins. Les autres articles sur la liste de Judith étaient des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël et des choses offertes au cours normal de notre relation sans aucune attente déclarée qu'ils seraient rendus si nous rompions. Mon avocate a dit que l'avocat de Judith essayait probablement juste de m'intimider ou espérait que je céderais pour éviter les tracas d'une riposte. Elle m'a conseillé de la laisser répondre par l'intermédiaire de son bureau, en refusant de rendre les articles et en expliquant la base juridique pour les garder. Tout cela me coûterait encore quelques centaines de dollars en frais juridiques, mais mon avocate a dit que cela valait la peine d'établir que je n'allais pas me laisser faire chaque fois que Judith déciderait de me harceler. La menace juridique de Judith m'a mise en colère d'une manière qui a en fait clarifié ma pensée sur la demande d'Alex de réessayer. J'étais indécise quant à lui donner une autre chance s'il travaillait vraiment sur les limites avec sa mère, me laissant espérer que nous pourrions peut-être nous retrouver. Mais cette lettre prouvait que même si Alex faisait des progrès, sa mère intensifiait ses attaques contre moi et ne montrait aucun signe de recul.
Me remettre avec lui signifierait m'engager pour des années de ce genre de harcèlement, de menaces juridiques et de tentatives de me rendre la vie misérable. Je ne pouvais pas me faire ça, peu importe les sentiments que j'avais encore pour Alex. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement, fixant mon téléphone, et j'ai finalement envoyé un texto que j'évitais d'envoyer. Je lui ai dit que j'appréciais ses efforts pour travailler sur les limites, et que je voyais qu'il essayait, mais que je ne pouvais pas être dans une relation où sa mère essayait activement de me blesser. J'ai dit qu'à moins qu'il ne soit prêt à couper complètement les ponts avec Judith, nous n'avions pas d'avenir ensemble car je ne pouvais pas passer ma vie à me défendre contre ses attaques. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis, puis j'ai posé mon téléphone et j'ai attendu sa réponse. La réponse d'Alex est arrivée environ 1 heure plus tard et c'était un long message qui confirmait en gros tout ce que je savais déjà. Il a dit qu'il ne pouvait pas couper complètement les ponts avec sa mère parce qu'elle était toujours sa mère et que la famille était importante pour lui. Il a écrit plusieurs paragraphes sur le fait qu'il comprenait pourquoi j'étais contrarié, mais que j'étais déraisonnable de lui demander de choisir entre nous. Il a dit qu'il était blessé que je ne reconnaisse pas les progrès qu'il avait faits en thérapie et dans la fixation de limites. Il m'a rappelé qu'il lui avait tenu tête à plusieurs reprises depuis le dîner de répétition et qu'il travaillait très dur pour changer leur relation. Son message indiquait clairement qu'il voulait que j'accepte une version de lui qui incluait la présence de sa mère dans nos vies, juste avec de meilleures limites qu'auparavant. Il pensait que cela devrait être suffisant et ne pouvait pas comprendre pourquoi j'avais besoin qu'il coupe complètement les ponts. Lire sa réponse m'a rendu triste, mais aussi soulagé car cela prouvait que je faisais le bon choix. Il ne serait jamais capable de me donner ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire un partenaire qui protégerait notre relation de l'ingérence de sa mère sans que j'aie à le demander constamment. J'ai répondu par un court message disant que je comprenais sa position, mais que ce n'était pas compatible avec ce dont j'avais besoin, et je lui ai souhaité bonne chance. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des semaines. J'ai bloqué le numéro d'Alex après cet échange car j'avais besoin d'arrêter d'avoir la même conversation encore et encore. Chaque fois que nous parlions, il essayait de me convaincre que ses progrès progressifs devraient être suffisants, et j'essayais d'expliquer pourquoi ce n'était pas le cas, et nous tournions en rond sans aboutir à rien. Le bloquer semblait dur, mais aussi nécessaire pour ma propre santé mentale et ma capacité à avancer. J'ai appelé Talia juste après l'avoir fait et je lui ai raconté ce qui s'était passé avec la lettre de demande de cadeau et ma conversation finale avec Alex. Elle a dit qu'elle était fière de moi pour m'être choisi plutôt qu'une relation qui m'aurait rendu misérable et a insisté pour m'emmener dîner dans un bon restaurant ce week-end pour célébrer. Nous sommes allés dans ce restaurant italien que nous aimions toutes les deux et elle a commandé une bouteille de vin même si c'était cher. Nous avons trinqué au fait d'avoir échappé au pire, et elle m'a fait rire avec des descriptions de plus en plus ridicules de ce qu'aurait été ma vie en tant que belle-fille de Judith. Elle a brossé un tableau de moi devant obtenir l'approbation de Judith pour chaque décision de vie, assistant à des dîners hebdomadaires obligatoires où Judith critiquait tout ce que je faisais, et finissant par avoir des enfants que Judith essaierait de monter contre moi. À la fin de son numéro comique, je riais si fort que je pleurais, et je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. 3 mois après le mariage, je me suis réveillé un samedi matin et j'ai réalisé que je commençais à me sentir plus moi-même à nouveau. Mon appartement me semblait être chez moi maintenant que je l'avais décoré avec des choses que j'aimais vraiment au lieu de faire des compromis avec les goûts d'Alex. J'avais établi des routines qui étaient entièrement les miennes, comme préparer des petits déjeuners élaborés le week-end et faire du yoga dans mon salon avant le travail. Mon travail se passait bien, et ma patronne m'avait prise à part la semaine précédente pour me dire que j'étais considéré pour une promotion au poste d'analyste senior. La promotion s'accompagnerait d'une augmentation significative et de plus de responsabilités, et j'étais excité à ce sujet d'une manière que je n'avais pas été excité pour quoi que ce soit depuis des mois. Je traitais encore le deuil et la colère sur la façon dont tout s'était passé avec Alex et sa famille, mais je construisais aussi une vie qui était entièrement la mienne sans compromis. Je n'avais pas à consulter qui que ce soit sur mes projets ou à m'inquiéter de savoir si mes choix contrarieraient Judith ou causeraient des problèmes avec Alex. C'était parfois solitaire, mais c'était aussi libérateur d'une manière que je n'avais pas prévue. Whitney m'a envoyé un texto à l'improviste un après-midi pour me demander comment j'allais. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis quelques semaines et j'étais surprise qu'elle me contacte. Elle a dit que l'avocat de Judith l'avait contactée, lui demandant de fournir une déclaration sur les cadeaux qu'elle avait vu la famille me donner au fil des ans. Whitney m'a dit qu'elle avait refusé et avait dit à l'avocat qu'elle pensait que toute l'affaire était mesquine et vindicative. Elle m'a prévenu que Judith était apparemment obsédée par l'idée que j'avais d'une manière ou d'une autre profité de sa famille et qu'elle n'allait pas laisser tomber facilement.
Whitney a dit qu'elle avait entendu par les ragots de la famille que Judith disait à tout le monde que j'étais une profiteuse qui avait manipulé Alex et volé la famille quand je suis parti. Le fait que rien de tout cela ne soit vrai ne semblait pas importer à Judith ou aux personnes qui croyaient sa version des événements. J'ai remercié Whitney pour l'avertissement et pour avoir refusé d'aider Judith à monter un dossier contre moi. Cela signifiait beaucoup qu'au moins une personne de la famille d'Alex puisse voir à quel point tout cela était mal. 2 semaines plus tard, une autre lettre est arrivée de l'avocat de Judith. Et celle-ci était encore pire que la première. Ils intensifiaient les menaces et ajoutaient de nouvelles allégations selon lesquelles j'avais endommagé des biens dans l'appartement que je partageais avec Alex lorsque j'ai déménagé. La lettre énumérait des rayures sur les parquets, des marques sur les murs et des articles manquants dans la cuisine qu'ils prétendaient que j'avais pris. J'étais tellement en colère que je voyais à peine, car chaque allégation était un mensonge. Otto m'avait aidé à déménager avec soin et il avait pris des photos de chaque pièce montrant tout en parfait état, précisément parce que je craignais que quelque chose de ce genre ne se produise. J'ai transmis la lettre à mon avocate avec toutes les photos d'Otto, et elle a répondu en une journée. Elle a renvoyé une lettre à l'avocat de Judith avec les photos jointes montrant tout en parfait état, et elle a ajouté que si Judith continuait ce harcèlement, nous demanderions une ordonnance de non-communication et déposerions une contre-poursuite pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Mon avocate a dit que les manœuvres juridiques étaient épuisantes et coûteuses pour toutes les parties concernées, mais que nous devions montrer à Judith que je n'allais pas me laisser faire. Chaque lettre me coûtait plus d'argent que je n'avais vraiment à dépenser. Mais mon avocate m'a assuré que cela valait la peine d'établir des limites. Ma thérapeute m'a aidé à gérer mes sentiments d'être piégé dans ce conflit permanent avec Judith. Même si j'avais quitté Alex il y a des mois, je lui ai dit que j'avais l'impression de ne pas pouvoir échapper à la famille Redmond, quoi que je fasse. Que Judith était déterminée à me faire payer d'avoir rejeté son fils et son contrôle. Ma thérapeute a souligné quelque chose qui m'a en fait aidé à recadrer toute la situation. Elle a dit que les attaques continues de Judith étaient la preuve que j'avais pris la bonne décision en partant. C'était qui était Judith et ce qu'aurait été ma vie si j'avais épousé Alex. La seule différence était que maintenant, je faisais face à son harcèlement en tant que personne libre au lieu d'être sa belle-fille piégée. Cette perspective m'a aidé à me sentir moins comme une victime et plus comme quelqu'un qui avait réussi à s'échapper d'une mauvaise situation. J'ai commencé à voir les lettres et les menaces juridiques comme la confirmation que j'avais échappé à quelque chose de terrible plutôt que comme une punition pour un choix que je regrettais. J'ai commencé à sortir nonchalamment avec quelqu'un que j'ai rencontré au volleyball et ça m'a fait du bien de me souvenir que j'étais capable de rencontrer de nouvelles personnes. Il s'appelait Noah et il était drôle et facile à vivre, et il ne savait absolument rien de mon mariage ou du drame de la famille Redmond. J'aimais pouvoir être simplement présente dans le moment avec lui sans tout ce bagage qui me pesait. Nous allions au cinéma, essayions de nouveaux restaurants et jouions au volleyball ensemble 2 fois par semaine. Ce n'était pas sérieux et nous le savions tous les deux, mais cela m'a aidé à voir qu'il y avait une vie après Alex et que je n'avais pas à être défini par cette relation ratée pour toujours. Noah me faisait rire et ne posait pas de questions compliquées sur mon passé. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin en ce moment, alors que je guérissais encore de tout ce qui s'était passé. J'étais assise à mon bureau 3 mois et demi après l'annulation du mariage quand mon avocate a appelé. Elle avait l'air presque joyeuse quand elle m'a dit que Judith avait abandonné la demande de restitution des cadeaux. Son propre avocat lui aurait conseillé qu'elle n'avait aucune base légale et que continuer ne ferait que lui coûter de l'argent en frais de justice qu'elle ne récupérerait jamais. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, ressentant un étrange mélange de soulagement et de méfiance. C'était une petite victoire, bien sûr, mais j'étais assez cynique pour me demander quelle serait la prochaine manœuvre de Judith. Les gens comme elle n'abandonnent pas simplement parce qu'un avocat leur dit qu'ils ont tort, ils pivotent et trouvent de nouvelles façons de vous rendre la vie difficile. J'ai sauvegardé l'email de confirmation de mon avocate et l'ai ajouté au dossier croissant de documentation sur le comportement de Judith. Le dossier devenait assez épais à ce stade. 2 semaines plus tard, ma patronne m'a appelé dans son bureau et j'ai eu cette chute d'estomac instantanée, pensant que quelque chose n'allait pas. Au lieu de cela, elle a souri et m'a dit que j'étais promu analyste senior. L'augmentation était suffisamment importante pour que je puisse réellement commencer à reconstituer mes économies après que le désastre du mariage les ait vidées. J'ai essayé de rester professionnel, mais je suis presque sûr que je souriais comme une idiote en sortant de son bureau. Ce soir-là, Roé m'a emmené prendre un verre pour fêter ça dans ce bar du centre-ville qui faisait de très bons cocktails. Nous en étions à notre 2e tournée quand il a mentionné nonchalamment que le comte Redmond avait spécifiquement demandé que je ne sois affecté à aucun de leurs projets. Mon estomac s'est de nouveau noué,
mais Roy a juste haussé les épaules et a dit que ma patronne avait géré la situation en m'affectant à de meilleurs comptes. Quoi qu'il en soit, il a levé son verre et a dit que j'étais de toute façon trop bonne pour leur affaire. J'ai entrechoqué mon verre contre le sien et je me suis sentie reconnaissante que ma vie professionnelle avance, même si ma vie personnelle se remettait encore des décombres. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon email professionnel et j'ai trouvé un message d'Alex. J'ai fixé le nom de l'expéditeur pendant une bonne minute avant de pouvoir me décider à cliquer dessus. Il avait réussi à obtenir mon adresse professionnelle, ce qui m'a agacé, mais le contenu de l'email m'a fait oublier cela. Il a dit qu'il quittait l'entreprise de sa famille pour prendre un poste chez un concurrent. Il a écrit qu'il le faisait en partie à cause de nos conversations sur l'indépendance et sur le fait qu'il devait séparer son identité du contrôle de sa mère. Il a précisé qu'il ne demandait pas à ce que nous nous remettions ensemble. Il voulait juste que je sache que j'avais eu un impact sur sa vie et qu'il essayait de devenir la personne que j'avais besoin qu'il soit. J'ai lu l'email 3 fois et à chaque fois, il me rendait plus triste. C'était probablement trop tard pour nous. Trop de dégâts avaient été faits et trop de temps avait passé. Mais j'étais contente qu'il fasse des changements pour lui-même, même si ces changements arrivaient trop tard pour sauver ce que nous avions. 4 mois après le mariage annulé, ma mère m'a appelé au travail, l'air secoué. Judith s'était présentée chez mes parents en exigeant de parler à mon père. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et j'ai demandé si elle allait bien. Maman a dit que papa avait géré la situation en disant à Judith qu'elle n'était pas la bienvenue sur leur propriété et que si elle ne partait pas, il appellerait la police. Judith était partie, mais pas avant de crier que j'avais ruiné la vie de son fils et qu'elle s'assurerait que tout le monde sache quel genre de personne j'étais vraiment. Mon père a été secoué par la confrontation, ce qui m'a mise furieuse car il avait 70 ans et des problèmes cardiaques. Je me sentais coupable que mes choix affectent ma famille de cette manière. J'ai dit à maman que je passerais après le travail et que nous trouverions une solution. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. J'ai documenté tout ce qui s'était passé, en commençant par l'embuscade du contrat de mariage au dîner de répétition. J'ai écrit sur la campagne sur les réseaux sociaux où Judith et ses amis ont répandu des mensonges sur le fait que j'étais une profiteuse. J'ai détaillé le harcèlement juridique avec la demande de restitution des cadeaux. J'ai inclus l'ingérence sur le lieu de travail où le comte Redmond a essayé de me faire retirer des projets. Et maintenant, j'ai ajouté le fait que Judith se soit présentée chez mes parents en proférant des menaces. Il m'a fallu 3 heures pour tout écrire avec des dates et des détails spécifiques. Le lendemain matin, je l'ai envoyé à mon avocate qui m'a rappelé cet après-midi-là. Elle a tout examiné et a dit que si Judith faisait quoi que ce soit d'autre, nous aurions un dossier solide pour une ordonnance de non-communication. Le simple fait d'avoir cette option documentée m'a fait me sentir plus en contrôle d'une situation qui m'avait semblé complètement hors de contrôle pendant des mois. 2 jours plus tard, Whitney m'a appelé. Elle s'est excusée pour le comportement de sa belle-sœur chez mes parents avant même que je puisse dire bonjour. Elle avait l'air sincèrement contrariée et a dit qu'elle venait juste de l'apprendre par un autre membre de la famille. Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a surprise. Enrique en avait finalement eu assez et avait dit à Judith qu'elle devait arrêter, sinon il soutiendrait Alex pour qu'il coupe complètement les ponts avec elle. Apparemment, même lui avait des limites à ce qu'il tolérerait, et menacer mon père âgé avait franchi une ligne. Whitney a dit que la famille se fracturait à cause de toute cette situation. Certaines personnes pensaient que Judith était allée trop loin tandis que d'autres défendaient encore ses actions au dîner de répétition. Elle voulait que je sache que ce n'était pas de ma faute, ce qui m'a serré la gorge car j'avais porté tellement de culpabilité d'avoir causé des drames familiaux. J'ai dit à Whitney que j'appréciais son soutien, mais que je me sentais coupable du drame familial que j'avais causé. Elle m'a interrompu fermement et a dit que je n'avais rien causé. C'est l'incapacité de Judith à accepter que son fils est un adulte qui fait ses propres choix qui a causé cela. Elle a dit que la famille était dysfonctionnelle depuis des années, et que cette situation n'a fait que mettre les choses en lumière. Les gens marchaient sur des œufs autour du comportement autoritaire de Judith depuis des décennies, et il était peut-être temps que quelqu'un force le problème. Sa perspective m'a aidé à me libérer d'une partie de la culpabilité que je portais comme un lourd sac à dos. Je n'étais pas responsable de la réparation d'une dynamique familiale qui était brisée bien avant que j'arrive. 4 mois et demi après le mariage annulé, Whitney a de nouveau appelé avec des nouvelles d'Alex. Il avait emménagé dans son propre appartement et suivait réellement son projet de se séparer du contrôle de sa mère. Elle a dit qu'il suivait une thérapie intensive et avait réduit ses contacts avec Judith. Il ne lui parlait qu'une fois par semaine avec des limites strictes sur les sujets acceptables.
Je me suis assise sur mon canapé en écoutant Whitney décrire les progrès d'Alex et j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. J'étais fier de lui pour avoir fait ces changements. Il fallait un vrai courage pour se détacher d'un parent qui vous a contrôlé toute votre vie. Mais je savais aussi que cela ne changeait rien pour nous. Trop de dégâts avaient été faits pendant ces mois où il ne pouvait pas me choisir plutôt que sa mère. La confiance était rompue et la relation était terminée. Et sa croissance maintenant, bien qu'admirable, arrivait trop tard pour sauver ce que nous avions. Ce week-end-là, Talia m'a convaincu de faire un voyage à la plage. C'était quelque chose que j'avais été trop occupé pour faire quand je planifiais le mariage, puis trop triste pour faire après l'annulation. Nous avons conduit 3 heures jusqu'à cette petite ville côtière et avons passé 2 jours à bien manger et à nous prélasser au soleil. Nous avons marché sur la plage, joué dans les vagues et parlé de tout sauf de la famille Redmond. Le deuxième jour, Talia a dit qu'elle avait remarqué que je semblais plus légère ces derniers temps. Elle a dit que je semblais moins accablé par la colère et le chagrin que je ne l'étais même un mois auparavant. J'ai réalisé qu'elle avait raison. Je guérissais, même si le processus avait été désordonné, lent et douloureux. Le mariage annulé ne consumait plus mes pensées chaque minute. Je pouvais passer des heures sans penser à Alex, à Judith ou à ce qui aurait pu être. En rentrant du voyage à la plage, j'ai trouvé une lettre manuscrite de Judith dans ma boîte aux lettres. Mon premier instinct a été de la jeter sans l'ouvrir car je ne voulais pas faire face au poison qu'elle avait écrit. Mais la curiosité l'a emportée et je l'ai ouverte, debout juste là, près des boîtes aux lettres. Ce n'était pas une excuse. C'était une longue explication de tout ce qu'elle avait sacrifié pour Alex et comment elle essayait seulement de le protéger d'une erreur. Elle a continué pendant 3 pages sur ses devoirs de mère et comment elle avait toujours mis les intérêts de son fils en premier. Elle a terminé en disant qu'elle espérait qu'un jour je comprendrais ce que signifie être une mère et que je lui pardonnerais. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai ri, car même la tentative de réconciliation de Judith visait à justifier son comportement plutôt qu'à en assumer la responsabilité. J'ai imprimé la lettre et l'ai apportée à ma séance de thérapie le lendemain. Ma thérapeute l'a lue attentivement pendant que j'étais assise là, à me ronger les cuticules en attendant sa réaction. Elle a levé les yeux et a demandé ce que je remarquais dans le contenu de la lettre. J'ai dit que c'était essentiellement Judith qui expliquait pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait sans vraiment s'excuser. Ma thérapeute a hoché la tête et a souligné que même la tentative de réconciliation de Judith visait à justifier son comportement plutôt qu'à en assumer la responsabilité. Elle a passé en revue des phrases spécifiques qui montraient que Judith était toujours centrée sur sa propre perspective et ses propres sentiments plutôt que de reconnaître le mal qu'elle avait causé. Ma thérapeute m'a demandé comment je voulais répondre, et j'ai ouvert la bouche pour discuter des options, mais je me suis arrêté. J'ai réalisé que je ne voulais pas répondre du tout. M'engager avec Judith ne faisait que me maintenir lié à ce drame, et ce que je voulais vraiment, c'était clore complètement ce chapitre. J'ai dit à ma thérapeute que j'avais fini de donner à Judith plus de mon énergie ou de mon attention. En rentrant chez moi, j'ai mis la lettre dans un dossier avec toute la documentation du désastre du mariage et j'ai décidé que c'est là qu'elle resterait. Je l'ai rangée dans mon placard derrière mes manteaux d'hiver, où je ne la verrais pas à moins de la chercher spécifiquement. Cette petite action de ranger les mots de Judith m'a semblé plus puissante que n'importe quelle réponse que j'aurais pu écrire. 5 mois après le mariage annulé, je suis allé à un apéritif du travail dans ce bar du centre-ville que mon équipe aimait. Je me tenais près de la table des amuse-gueules, parlant à quelqu'un de la comptabilité quand j'ai vu Alex de l'autre côté de la pièce. Il était avec un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas et pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés. Il s'est approché et nous avons eu cette conversation gênante mais civile où il m'a dit que son nouveau travail était dans le même quartier du centre-ville que mon bureau. Je lui ai parlé de ma promotion au poste d'analyste senior et il a dit qu'il avait entendu par des connaissances communes que je me débrouillais bien. Il y avait toujours de l'affection entre nous quand nous parlions. Je pouvais le sentir dans la façon dont il souriait à certaines choses que je disais et comment j'ai remarqué qu'il faisait toujours ce truc où il se frotte la nuque quand il est nerveux. Mais il y avait aussi ce sentiment clair que nous étions des personnes différentes maintenant. Nous avions été façonnés par la crise que nous avions traversée séparément et nous avions tous les deux avancé dans nos propres directions. Nous avons parlé pendant peut-être 10 minutes de travail et de sujets sur avant que la conversation ne s'éteigne naturellement. Quand nous nous sommes dit au revoir, c'était amical mais final. Je l'ai regardé retourner vers son groupe et j'ai réalisé que je me sentais bien de le voir. Pas de colère, pas de désir, juste cette acceptation paisible que nous avions été importants l'un pour l'autre. Et maintenant, nous ne l'étions plus. Le gars que je fréquentais nonchalamment au volleyball a commencé à devenir quelque chose de plus sérieux au cours des semaines suivantes.
Nous nous voyons depuis environ 2 mois, et c'était différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Un dimanche, je l'ai emmené chez mes parents pour le dîner. Ma mère a fait sa lasagne spéciale et mon père a fait sa routine habituelle de poser des questions légèrement embarrassantes. Après le dîner, alors que nous faisions la vaisselle, ma mère a demandé si j'avais peur d'être blessé à nouveau. J'ai expliqué que j'avais appris des choses importantes de la situation avec Alex sur ce dont j'ai besoin chez un partenaire. J'avais besoin de quelqu'un qui a déjà fait le travail de se séparer de sa famille, qui a des limites claires, qui me choisit constamment sans hésitation. Cette nouvelle personne cochait ces cases d'une manière qu'Alex n'aurait jamais pu. Il vivait dans son propre appartement qu'il payait lui-même. Il avait une relation normale avec ses parents où il respectait ses décisions. Et quand sa mère avait fait un commentaire sur le fait que nous allions trop vite, il l'avait immédiatement recadré. Mon père a hoché la tête et a dit qu'il semblait être un bon gars. Ma mère m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle était contente que je n'ai pas laissé ce qui s'est passé avec Alex me faire peur d'essayer à nouveau. Whitney m'a appelé quelques jours plus tard et m'a demandé si je voulais déjeuner. Nous sommes allés à la sandwicherie près de son bureau et elle m'a dit que Judith avait finalement accepté qu'Alex ne reviendrait pas dans l'entreprise familiale ni sous son contrôle. Apparemment, elle dit aux gens que son fils a été endoctriné par la thérapie et qu'elle pleure la perte de leur relation étroite. Whitney a levé les yeux au ciel face à cette description et a dit que Judith se présentait comme la victime dans chaque conversation. Mais au moins, Judith avait cessé d'essayer activement d'interférer dans la vie d'Alex, ce qui signifiait qu'elle avait probablement fini de me harceler aussi. Whitney a dit qu'Enrique avait apparemment donné un ultimatum à Judith après l'incident chez mes parents. Soit elle arrêtait sa vendetta contre moi, soit il allait sérieusement envisager le divorce. Cette menace avait suffi à faire reculer Judith, même si elle était toujours amère à propos de toute la situation. J'ai remercié Whitney de m'avoir tenu au courant, et elle a dit qu'elle espérait que nous pourrions rester amis, même si le lien avec sa famille était terminé. J'ai accepté parce que je l'aimais vraiment, et qu'elle m'avait soutenu alors qu'elle n'était pas obligée de le faire. Un matin, alors que je me préparais pour le travail, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé au mariage annulé ou au drame de la famille Redmond depuis plusieurs jours. Cela m'a semblé un réel progrès. Ma vie s'était remplie de nouvelles expériences, de nouvelles relations et de nouveaux objectifs qui n'avaient rien à voir avec Alex ou ce qui aurait pu être. J'étais concentré sur un gros projet au travail qui pourrait mener à une autre promotion. Je jouais au volleyball 2 fois par semaine et je devenais même assez bonne. Je voyais quelqu'un qui me faisait sentir valorisé sans me faire me battre pour un respect de base. Quand je pensais au désastre du mariage maintenant, je me sentais triste du temps que j'avais perdu, mais reconnaissante d'être partie avant de prendre un engagement légal permanent envers ce dysfonctionnement familial. La tristesse était plus douce maintenant, moins vive et envahissante. C'était comme quelque chose qui m'était arrivé plutôt que quelque chose qui m'arrivait encore. 6 mois après le mariage annulé, j'ai dîné chez mes parents un mardi ordinaire. Nous mangions le rôti de ma mère quand mon père a dit qu'il était fier de la façon dont j'avais tout géré. Il a admis qu'il s'était inquiété après le dîner de répétition que je sois amer ou fermé à de nouvelles relations, mais qu'au lieu de cela, j'avais construit une belle vie pour moi-même et que j'étais restée ouverte à de nouvelles possibilités. Ma mère a ajouté que me voir choisir le respect de soi plutôt qu'une relation qui m'aurait diminué était l'un de ses moments de plus grande fierté en tant que parent. Elle a dit que beaucoup de gens seraient retournés vers Alex par peur, par pression ou simplement parce que c'était plus facile que de recommencer. Je me suis senti ému et j'ai dû retenir mes larmes. Je leur ai dit que je n'aurais pas pu le faire sans leur soutien et l'aide d'Otto pour déménager mes affaires, et juste en sachant qu'ils croyaient en ma décision. Mon père a tendu la main et m'a serré la mienne en disant « C'est ce que fait une famille ». Nous sommes restés assis là 1 minute dans ce silence confortable avant que ma mère ne commence à raconter une histoire sur sa propre mère et un petit ami terrible qu'elle avait failli épouser dans la vingtaine. J'étais au volley la semaine suivante quand Talia a mentionné que des amis communs avaient vu Alex à une fête avec une nouvelle petite amie. Elle a dit que c'était quelqu'un qu'il aurait rencontré par son groupe de thérapie. J'ai attendu la pointe de jalousie ou de regret, mais j'ai surtout ressenti du soulagement. Il passait à autre chose aussi, ce qui signifiait que nous allions tous les deux nous en sortir. Talia a demandé si je voulais plus de détails, et j'ai réalisé que je ne le voulais sincèrement pas. Ce manque de curiosité m'a semblé le signe le plus clair que j'avais guéri. Il y a 6 mois, j'aurais voulu tout savoir sur cette nouvelle petite amie et je me serais comparé à elle en me demandant ce qu'elle avait que je n'avais pas. Maintenant, je me sentais juste contente qu'Alex ait trouvé quelqu'un et j'espérais que ça se passerait mieux pour lui cette fois. Talia a souri et a dit que j'avais fait beaucoup de chemin. Nous sommes retournés à l'entraînement de nos services et je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des mois.
ma relation a continué à se développer de manière saine et nous avons commencé à parler d'emménager ensemble éventuellement. Pas immédiatement, mais peut-être dans 6 mois ou 1 an, quand nous serions ensemble depuis plus longtemps. J'étais prudente à cause de ce qui s'était passé avec Alex. Je ne voulais pas me précipiter et ignorer les signaux d'alarme parce que j'étais excitée par la relation. Mais j'ai aussi remarqué à quel point cela semblait différent. Il n'y avait pas de drame familial. Il n'y avait pas de problème de limite. Il n'y avait pas de sentiment de compétition avec qui que ce soit pour son attention ou sa loyauté. Il a rencontré ma famille et ils l'ont apprécié, ce qui comptait plus pour moi que je ne l'aurais cru. Otto m'a prise à part après un dîner et a dit « Ce type semble solide et bien meilleur qu'Alex ne l'a jamais été ». L'approbation de mon frère signifiait quelque chose car Otto m'avait vu au plus bas après le mariage annulé et savait ce que j'avais traversé. J'ai reçu un texto de Whitney disant qu'Alex s'était fiancé à sa nouvelle petite amie. Elle a dit que Judith était apparemment civile à ce sujet car Enrique l'avait menacée de divorcer si elle s'ingérait à nouveau. Whitney a ajouté qu'elle espérait que j'allais bien et qu'elle était reconnaissante que nos chemins se soient croisés, même dans des circonstances difficiles. J'ai répondu en souhaitant du bonheur à Alex et en le pensant. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, mais j'espérais qu'il trouverait quelqu'un qui correspondrait mieux à sa situation familiale ou peut-être quelqu'un dont la présence le rendrait enfin assez fort pour fixer de vraies limites avec sa mère. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème, et je me sentais sincèrement heureuse pour lui. Cette capacité à lui souhaiter du bien sans amertume m'a semblé être la dernière pièce de guérison dont j'avais besoin. 6 mois après le mariage annulé, j'étais assise dans mon appartement à travailler sur une présentation pour le travail. C'était un mercredi soir ordinaire et j'avais les fenêtres ouvertes car il faisait beau. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable et j'ai regardé mon appartement, la vie que j'avais construite. Les meubles que j'avais choisis moi-même. Les photos sur les murs du voyage à la plage avec Talia, des dîners de famille et des matchs de volley. L'espace calme qui était entièrement le mien sans compromis. J'ai réalisé que j'étais sincèrement heureuse. Pas d'une manière dramatique où tout est parfait, mais d'une manière calme et stable où ma vie me semblait m'appartenir, et où je construisais quelque chose de réel. Le mariage annulé a été dévastateur quand il s'est produit. Quitter Alex a fait plus mal que presque tout ce que j'avais vécu. Mais cela m'a amené à cet endroit où je connais ma valeur et ne me contenterai pas de relations qui m'obligent à compromettre mes limites. J'ai sauvegardé la présentation et j'ai fermé mon ordinateur portable, me sentant étrangement reconnaissante de l'embuscade du contrat de mariage de Judith, car elle m'avait montré dans quelle famille je me mariais avant de le rendre légal. Je suis entré dans le bureau de ma thérapeute pour ce que nous savions toutes les deux être notre dernière séance. Elle a souri quand je me suis assise et a dit qu'elle avait pensé au chemin que j'avais parcouru depuis ce premier rendez-vous il y a 6 mois, où je pouvais à peine parler du dîner de répétition sans pleurer. Nous avons passé l'heure à passer en revue tout ce que j'avais travaillé, tous les outils que j'avais développés pour gérer le stress et fixer des limites. Elle m'a dit qu'elle était impressionnée par la façon dont j'avais tout géré, que quitter Alex demandait un vrai courage, que survivre au harcèlement de Judith demandait une sérieuse résilience, et que reconstruire ma vie demandait une véritable foi en moi-même. Je l'ai remerciée de m'avoir aidé à voir que me choisir n'était pas égoïste. C'était nécessaire, et elle m'a rappelé que j'avais fait tout le travail difficile. Elle m'avait juste aidé à voir ce dont j'étais déjà capable. En quittant son bureau, je me suis sentie prête à continuer d'avancer sans avoir besoin de ce soutien hebdomadaire. Le samedi suivant, Talia m'a envoyé un texto pour que je passe chez elle pour ce qu'elle a appelé une simple rencontre décontractée. Je suis arrivé en jean et en t-shirt, complètement non préparé pour les 20 personnes entassées dans son salon, tenant des verres et portant des chapeaux de fête. Une bannière sur le mur disait « 6 mois de liberté », et j'ai commencé à rire car bien sûr que Talia m'organiserait une fête pour célébrer mon mariage annulé. Mon équipe de volley était là. Plusieurs amis du travail et Otto avaient fait 2 heures de route. Les gens ont porté des toasts à tour de rôle sur ma force et ma résilience, racontant des histoires sur la façon dont je les avais inspirés à fixer de meilleures limites dans leur propre vie. J'ai réalisé que j'avais toute cette communauté de soutien qui n'avait rien à voir avec les relations amoureuses. Des gens qui m'appréciaient juste pour être moi. Otto a fait un discours sur sa fierté pour sa petite sœur d'avoir su quand partir, d'avoir choisi le respect de soi plutôt qu'une relation qui l'aurait lentement détruite. J'ai pleuré de joie pendant que tout le monde applaudissait, me sentant plus aimé et soutenu que je ne l'avais été depuis des années. Talia a apporté un gâteau qu'elle avait fait elle-même, décoré de petites figurines en pâte à sucre d'une femme s'éloignant d'une église. Tout le monde s'est rassemblé en chantant pendant que je restais là, à tout absorber. Cette vie que j'avais construite à partir des décombres de mon mariage annulé.
En me penchant pour souffler les bougies, j'ai pensé à quel point tout était différent de ce que j'avais imaginé il y a 6 mois. Je n'étais pas marié à Alex, je ne faisais pas partie de la famille Redmond, je n'ai pas eu le mariage ni l'avenir que j'avais si soigneusement planifié, mais j'avais mon respect de moi-même intact, j'avais un bonheur sincère qui ne dépendait de l'approbation de personne d'autre, j'avais une vie construite entièrement selon mes propres termes, sans compromis. Le choix que j'ai fait lors de ce dîner de répétition m'a sauvé d'années de misère sous le contrôle de Judith, et j'étais reconnaissante chaque jour d'avoir été assez forte pour partir. J'ai soufflé les bougies et j'ai fait le vœu de continuer à avoir le courage de me choisir, quoi qu'il arrive.